Bienvenue à tous sur Africa 24. Dans un contexte de fortes attentes sociales et de débats internes sur l'avenir du parti, le professeur Elvis Ngolengole, cadre influent du parti du RDPC, revient sur la stratégie électorale, le bilan du septennat et les enjeux de cette nouvelle campagne. Professeur, bienvenue sur Africa 24. Merci de m'avoir invité. Près de 60% des Camerounais ont moins de 25 ans, avec un chômage de jeunes estimé à 10,7% depuis 2024. D'après vous, en quoi le programme du candidat Paul Biya répond-il à cette réalité démographique et quel levier pourrait transformer ce défi en opportunité économique? Oui, comme vous le savez, le président Biya, dans le septennat qui va s'achever ou qui vient d'être ces dernières 7 ans, cette année, il avait pris l'engagement en 10 points pour améliorer d'abord les conditions de vie de tous les Camerounais et que jusqu'à 2030, c'est-à-dire que le Cameroun arrive à l'émergence. Donc entre 2018, le début de ce septennat, et maintenant 2025, beaucoup a été fait pour atteindre les objectifs que lui-même avait fixés lors du septennat qui est en train de s'achever. Et parmi les choses, à travers les politiques publiques et le programme politique que lui-même il avait comme son offre politique pour le compte de RDPC, nous avons vu beaucoup de progrès. Nous avons vu beaucoup de changements. Et que, bien sûr, vous venez de parler d'un chiffre de chômage. C'est vrai. C'est parmi les défis, parmi les problèmes qui se posent. Mais dans la vision politique et dans le cadre du programme politique qui est son offre qu'il a mis pour le septennat, parmi les choses qui ont été faites, c'est d'abord, il y a tout un ministère chargé des jeunes. Le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation civique. Ce ministère fait beaucoup de choses et il y a beaucoup de programmes pour les jeunes, d'abord pour sensibiliser, pour éduquer, pour permettre aux jeunes d'avoir les valeurs républicaines nécessaires, les valeurs civiques. Mais il y a eu d'autres programmes et projets pour permettre aux jeunes d'acquérir un certain nombre de qualités, un certain nombre de connaissances, un certain nombre de talents. Et ce qui a permis à ce que, aujourd'hui, après 7 ans de ce septennat, non seulement que le ministère de la Jeunesse a beaucoup travaillé et continue à travailler, mais on a constaté qu'au sein du gouvernement, d'abord, il y a eu un effort très poussé, très forte dans la gestion saine de la chose financière, c'est-à-dire la gestion financière. Vous avez le ministère de l'économie, le ministère des finances, ont beaucoup travaillé, ce qui a fait que la croissance reste et constante et consistante, autour de 4-5%. Ces dernières, on sait certainement qui est en cours, et que ça a permis à ce que l'économie a continué dans sa croissance et les jeunes ont été les grands bénéficiaires de cette croissance. Si vous regardez, vous allez voir que dans les secteurs différents, d'abord le secteur de TIC, les jeunes ont été très très impliqués et les jeunes se sont impliqués beaucoup dans ce secteur. Dans le secteur de l'industrialisation, la transformation, dans le secteur minier, dans le secteur des produits de base, dans le secteur de forestiers, dans d'autres secteurs. Tous ces efforts
a permis à ce que les jeunes ont été absorbés. Il y a cette politique qui a permis à ce qu'il y a l'infrastructure communicationnelle, infrastructure énergétique, infrastructure routière. Les jeunes ont beaucoup bénéficié de ces projets qui sont en cours de ces dernières septennats. Bien sûr, il y a aussi eu des recrutements directs. Les recrutements directs dans le secteur public, où l'État a beaucoup recruté beaucoup de jeunes. Mais ce qui donne l'espoir dans ces programmes de ce septennat, c'est que le chef de l'État a, à travers son gouvernement, a toujours insisté sur ces partenariats entre le public, c'est-à-dire l'État, et le secteur privé. Ce qui a permis au secteur privé de continuer à être le locomotive. Dans le secteur privé, dans ces septennats qui est en cours, qui va s'achever, le secteur privé s'est beaucoup impliqué pour jouer son rôle de locomotive et permettre aux jeunes de bénéficier de tous les avantages. Ce qui a donc fait qu'aujourd'hui, nous avons un septennat où, bien sûr, le chômage insiste, mais comme le chômage est un phénomène qui n'est pas spécifique au Cameroun, mais le Cameroun gère son côté, mais le chômage, c'est dû à plusieurs facteurs, y compris même les facteurs qui sont en dehors, extra du Cameroun, c'est-à-dire externes au Cameroun. Mais ce problème et ce défi est là. Mais le chef de l'État lui-même, il a dit lors de son dernier discours de fin d'année et surtout à la jeunesse, le dernier discours qu'il a fait à la jeunesse, que dans le septennat qui est pour lequel nous sommes en train de se battre pour l'élection, il va focaliser sur les jeunes et les femmes. Donc c'est sûr qu'il est sur cet engagement pour que d'ici 2030, le Cameroun va arriver à l'émergence. Et le Cameroun va arriver à l'émergence avec les jeunes et avec les femmes. Professeur, vous parlez bien de l'accompagnement du secteur privé. Qui dit que secteur privé, on parle bien des PME, mais aujourd'hui au Cameroun, les jeunes peinent à avoir du financement pour mieux financer leur structure. Comment est-ce que l'État pourrait mieux accompagner ces jeunes-là? Je pense que... Bon, surtout en termes de financement, parce que ça reste vraiment un très gros problème. C'est un gros problème, mais je pense que les efforts du gouvernement qui ont permis à ce que le secteur privé joue ce rôle pleinement, donnent des fruits. Par exemple, je ne suis pas économiste, mais les économistes vont vous dire que l'État a fait l'effort pour permettre aux banques camerounaises, par exemple, et surtout les institutions financières, de faire de telle sorte que les jeunes, par exemple, qui veulent créer des emplois, créer des industries, créer leurs entreprises, que ce soit fait avec moins de difficultés. Ce qui a donc fait que, si vous regardez ces dernières 7 années, vous allez voir que beaucoup de jeunes ont créé des entreprises, beaucoup de jeunes ont créé des emplois, beaucoup de jeunes ont créé leurs établissements. Et de plus en plus, surtout dans le secteur de TIC, dans le secteur de services, on voit la créativité d'abord des jeunes. Donc, et les banques ou des institutions financières sont là de plus en plus pour permettre à ce que ces jeunes-là soient absorbés et soient accueillis. Donc je pense que cette année, la situation s'est améliorée. Mais le problème, personne ne refuse, puisque le chef de l'État lui-même, il avait dit que, nonobstant les problèmes, on constate et on reconnaît qu'il y a des problèmes, mais la détermination du chef de l'État et son gouvernement pour faire face à ces problèmes est là. Tout le monde voit les efforts, beaucoup d'efforts sont bien faits au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère de l'Économie et du Plan, au niveau même de la primature même, au niveau
pour permettre, et à la présidence, pour permettre à ce que, bien sûr, malgré le chômage des jeunes, compte tenu du fait que nous avons, comme vous le savez, 60-70% de la population est jeune, c'est tout à fait... on comprend que ce problème est là, mais comme la détermination du chef de l'État est constant et consistant, je suis convaincu que d'ici 2030, qui est la date fixée par le chef de l'État dans son offre politique, dans son programme politique, ce problème va trouver une solution définitive et les jeunes seront les grands bénéficiaires. Professeur, plusieurs observateurs soulignent que la confiance envers les institutions électorales reste très fragile. Quelle lecture faites-vous de cette perception et quel mécanisme pourrait renforcer la transparence et la crédibilité du scrutin du 12 octobre 2025? J'apprécie le fait que les institutions qui sont appelées à animer et à gérer le processus, à savoir l'ECAM d'un côté et le Conseil constitutionnel, jusqu'à présent, ont fait leur travail et continuent à faire leur travail, surtout l'ECAM. L'ECAM qui est sur le plan institutionnel, sur le plan légal, sur le plan constitutionnel, l'institution chargée de gérer, de superviser les élections au Cameroun fait un bon travail dans le but d'établir la transparence pour permettre à ce que toutes les parties prenantes, tous les candidats, tous les partis politiques se sentent à l'aise et se sentent impliqués. Je pense que ces derniers temps, l'ECAM continue à avoir des consultations avec des partis prenants, avec des candidats, avec des partis politiques. Et l'ECAM fait beaucoup d'efforts pour assurer, pour donner la confiance. Et je peux dire que les partis politiques eux-mêmes aussi font beaucoup d'efforts. Je suis parmi ceux-là, malgré le fait que je suis un cadre de RDPC, mais le RDPC étant un parti républicain, un parti démocratique, un parti nationaliste, nous sommes à l'aise avec les autres partis politiques et avec les autres candidats, et nous le respectons. Nous respectons les autres partis politiques, les autres candidats. Donc dans cette mutualité de respect, ou ce respect mutuel, je pense qu'il y a quand même la confiance est partagée. Et nous sommes tous respectueux non seulement de la loi électorale, mais nous sommes respectueux de l'institution qui est chargée de gérer et de superviser ces élections, puisqu'en fin de compte, les enjeux sont partagés. Les enjeux ne sont pas seulement pour le RDPC. Les enjeux regardent nous tous les 12 candidats, tous les 12 partis politiques et même tous les 30 millions de Camerounais, ou bien si vous voulez, les enjeux concernent tous les 8 200 000 inscrits qui vont voter le 12 octobre. Donc les enjeux sont partagés, les enjeux sont nationaux et nous devons faire de telle sorte qu'on se respecte. Et je pense que c'est ça le cas. Et pour le moment, l'ECAM fait le bon travail pour asseoir et pour assurer cette transparence, Professeur, pour plus cette de confiance. transparence, ne pensez-vous pas que les institutions électorales devraient impliquer un système digital, par exemple, pour maintenir la transparence? Non, mais personne n'est contre la digitalisation de processus. Je suis d'accord avec ceux-là qui pensent ainsi. Et je pense, je ne travaille pas à l'ECAM, mais j'imagine que l'ECAM est très digitalisé. Et c'est dans le système de vote? Bon, dans le système, puisque le processus est tel qu'il y a plusieurs étapes. Je ne sais pas dans quelle étape ou si vous voulez une digitalisation complète, totale. Bien sûr, ça peut se faire. Je pense que nous sommes un pays en développement. C'est possible. Notre souhait, c'est que la digitalisation soit complète, totale. Et je pense même, au moins pour le compte de RDPC, le président de la République, qui est le candidat de RDPC, le président Biya, a dit dans sa circulaire qui organise la campagne électorale pour le compte de RDPC que la campagne électorale doit être une campagne électorale qui est sur le signe de la modernité.
il y a la modernité, dont la digitalisation fait partie de cette modernisation. Moi, je pense que il n'y a pas de problème. Ça fait une trentaine d'années où on a commencé sur cette voie de la démocratisation. Mais si l'objectif est que la digitalisation soit totale et complète, personne n'est contre, puisque nous voulons un Cameroun moderne où tout est digitalisé et où tout le monde soit abonné à la digitalisation. Bien sûr, comme vous le savez très bien, la digitalisation a bien sûr ses soucis aussi, puisqu'il faut, sur les 8,2 millions inscrits, ce n'est pas tout le monde qui est bien assise en matière de TIC, en matière de... Donc, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut une sorte de la pédagogie. Et ce n'est pas tout le monde qui est... Donc, il faut tenir compte du fait que ce n'est pas tout le monde qui est bien éduqué en matière de TIC. Donc, peut-être, ce n'est pas tout le monde qui sera à l'aise avec la digitalisation. Mais je suis pour la digitalisation. Je pense que le chef de l'État, dans sa vision politique, a toujours dit depuis qu'il veut un Cameroun moderne. Il est sûr, dans son offre politique, c'est la modernisation c'est pour un Cameroun moderne. Et la digitalisation, c'est un élément de la modernité. Moi, je ne vois pas qui sera contre la digitalisation. Mais comment faire? Ce qui est à comprendre, c'est que certains pensent que la digitalisation, c'est quelque chose qu'on fait comme si on achète des oranges ou des bananes. Mais il faut donner le temps au temps. C'est un processus qui va prendre du temps pour permettre à ce que tout le monde soit abonné, tout le monde comprend le processus et l'affaire. Et je pense que tant que c'est la voie à suivre, tant que nous sommes tous abonnés à un Cameroun digitalisé, un Cameroun plus moderne, et que toutes les mesures sont prises, les dispositions sont prises pour que tout le monde soit abonné, je ne vois pas d'objection. Et le RDPC est pour un Cameroun moderne. Le RDPC, ça fait partie de la profession de foi de septennat qui est en cours. Et je crois que la profession de foi pour le septennat qui est en train de commencer et pour lequel on se bat, la modernisation fera partie aussi de ce septennat. Professeur, la région du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord restent sous tension sécuritaire. Quel bilan peut-on tirer des opérations de pacification et des mesures de désarmement, de retour des déplacés ou de collaboration locale des États? Comment le programme de votre candidat, Paul Biya, prévoit-il de pérenniser la paix pour améliorer la vie quotidienne dans ces régions? Oui, beaucoup a été fait ces derniers 8-9 ans. J'étais parmi ceux-là qui étaient très impliqués et qui a participé au grand dialogue national qui a eu lieu en 2019. Et le chef de l'État lui-même, il a dit qu'il est mendiant de la paix, il veut la paix. Et son option principale de politique, c'est le dialogue. Il a toujours prôné le dialogue. Et à travers le dialogue, il a beaucoup fait pour mettre fin ou bien pour trouver une solution à ces problèmes qui s'est posé dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Ce qui a donc fait que depuis le grand dialogue national en 2019, parmi les choses qu'il a fait, c'est qu'il a continué à privilégier le dialogue avec tout le monde, le dialogue à tous les niveaux. Professeur, cela veut dire qu'au cours du nouveau septennat, est-il possible d'avoir un nouveau dialogue? Est-ce que votre candidat envisage avoir un autre dialogue pour pallier à ce problème? Le dialogue ne s'arrête jamais. Ça fait partie non seulement de l'offre politique, même de la philosophie politique, la vision politique et le programme politique du chef de l'État, du président Biya. Et donc le dialogue est un processus qui continue, ça ne cesse jamais. Depuis qu'on a eu le grand dialogue national, c'était juste une étape.
mais il y a eu une continuation de ce dialogue dans d'autres contextes, dans d'autres formes, dans d'autres lieux, et ça continue, et ça continuera toujours. Et les gens pensent toujours que quand on a un événement, que le dialogue c'est quelque chose d'événementiel, on a eu un dialogue en 2019, donc il faut notre dialogue. Personne n'est contre le principe, la notion, la logique du dialogue est toujours l'option que le président de la République a. Il a pris cette position qu'il est pour cette option et il continue dans cette ouverture de dialogue. Le gouvernement même, le Premier ministre, chef du gouvernement, il a continué avec ce dialogue. Donc le processus continue avec tout le monde, avec toutes sortes de parties prenantes et avec toutes sortes d'acteurs. Ce qui est bien, c'est que depuis 2019, tellement beaucoup a été fait de telle sorte qu'on voit maintenant il y a moins de violence, il y a moins de tueries, il y a moins de destruction. Beaucoup de choses ont repris, l'agriculture a repris, le transport a repris, l'école a repris. Et comme vous voyez, vous allez voir que la paix a repris dans plusieurs parties dans la région du sud-ouest, pour la plupart, et dans la région du nord-ouest, dans beaucoup d'endroits. Ce qui a fait donc que il y a l'apaisement déjà. Le Premier ministre il était dans le sud-ouest la semaine dernière, et il y a 2 jours, 3 jours, le Premier ministre était dans le nord-ouest pour continuer à dialoguer, pour continuer à faire des consultations et à animer d'autres projets de gouvernement. Donc beaucoup a été fait. Bien sûr, il y a le projet de reconstruction qui est pour le nord-ouest et le sud-ouest, il y a le plan présidentiel qui continue à être là. Il y a les DDR qui sont toujours là et qui continuent à fonctionner. Donc je pense que généralement et en total, globalement, le dialogue continue et le dialogue ne va jamais s'arrêter. Mais on constate que à travers les actes ou les actions qui ont été faites au niveau du gouvernement, en partenariat avec la société civile d'ailleurs, des églises, les ONG se sont impliqués, on voit les bons fruits, on voit l'apaisement, on voit la paix qui est de retour dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bien sûr, il y a des points d'échauffement de temps en temps, mais généralement, nous on rentre au village maintenant plus facilement. Pour ça, vous avez parlé effectivement de plan de campagne, de plan gouvernemental, mais beaucoup de Camerounais jusqu'à aujourd'hui demandent que les promesses politiques soient suivies d'effets visibles rapidement. D'après votre lecture, quel domaine que la santé, l'éducation et les infrastructures ou l'énergie pourraient produire des résultats perceptibles dès 2026 si Paul Biya est réélu? Je pense que le président Biya, dans son style de gouvernance, dans son style, et tout le monde sait, c'est un leader de pondération, c'est un leader qui est de modération, c'est un leader il est très méthodique, il prend tout son temps, mais il réalise ce qu'il dit. Il s'est engagé dans ce septennat à travers sa profession de foi ces derniers temps pour permettre à ce que les conditions de vie s'améliorent dans tous les secteurs, pour qu'on arrive à cette émergence en 2030. Je pense que, quel que soit le secteur, c'est un ensemble, c'est un package. Il fait de telle sorte que, sur le plan énergétique, sur le plan minier, sur le plan routier, sur le plan communicationnel, sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel, il faut que toutes ces mesures soient prises et que ceux-là qui sont chargés de tous ces secteurs-là fassent leur travail. Il y a des problèmes ici et là, mais on voit le progrès est énorme. Si vous prenez par exemple sur le plan éducationnel, je pense que les jeunes Camerounais ne doivent pas être jaloux d'autres pays. On voit comment
On a déjà au niveau de 11 universités d'État et plus de 500 ou 700 universités privées. C'est une bonne chose pour les jeunes. On voit beaucoup de projets pour permettre à la professionnalisation de l'enseignement. On voit ça partout. Et on voit sur le plan sanitaire beaucoup d'hôpitaux de référence, beaucoup d'hôpitaux régionaux. On voit qu'il y a de progrès dans tous les secteurs à la fois. Vous voyez donc les projets portuaires qui sont là, les projets minières qui sont déjà en cours, l'industrialisation. Et revient où c'est comme l'impôt substitution, c'est déjà ici. Les Camerounais sont déjà conscients et le gouvernement continue à nous rappeler et insister sur le fait que le moment est venu pour qu'à travers l'industrialisation, à travers la transformation de nos produits, que l'import substitution soit une réalité au Cameroun pour permettre à ce que nous arrivons à cette émergence en 2030. Professeur, effectivement, dans tous les secteurs. Sur le plan économique, quelle vision porte sa candidature sur la lutte contre la vie chère? Je pense que, comme vous le savez, vous suivez, par exemple, le ministère du Commerce est très impliqué. Il a toutes sortes de temps en temps, il fait les descentes lui-même pour assurer que les prix ne montent pas et pour que tout le monde respecte des prix qui sont à la portée de tout le monde. Parfois même, il organise toutes sortes de marchés, des marchés de rue pour permettre à ce que ceux-là qui peuvent accéder à ces marchés, accèdent à ces marchés. Donc le ministère du Commerce fait beaucoup d'efforts dans ce sens pour permettre à ce que l'inflation ne monte pas trop et que ceux-là qui sont des entrepreneurs, des commerçants ne soient pas trop sévères. Donc il y a l'effort et le gouvernement soutient cet effort. Le gouvernement pilote même ces efforts, puisque chaque fois que je vois le ministre du Commerce sur le terrain, je pense que tout le monde le voit. Et il est avec le commerçant, il est avec ceux-là qui sont dans les marchés, dans les rues. C'est une bonne chose pour notre société. Et c'est une manière de rappeler à tous les commerçants, à tous les entrepreneurs, à la responsabilité pour que l'économie soit mieux fonctionne mieux. Comme vous le savez très bien, le prix du cacao s'est amélioré ces derniers temps. Je crois que les cultivateurs de cacao ils sont bien, puisque le prix du cacao au Cameroun est très élevé. Et maintenant, être cultivateur de cacao, je crois que vous n'avez rien à envier à un fonctionnaire, puisque les prix sont bien. Et les gens travaillent pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Et c'est une bonne chose pour notre économie, c'est une bonne chose même pour notre jeunesse, et c'est une bonne chose pour l'avenir de l'économie et l'avenir du pays. Professeur, dans votre parcours de militant du RDPC, quels sont les principaux motifs qui ont motivé votre adhésion à ce parti et au choix du président? Quel argument en faveur de votre candidature sauriez-vous présenter aujourd'hui à tout Camerounais qui vous regarde? Oui, je suis, en tant que jeune étudiant, je faisais mon PhD dans une université américaine, à l'université de Denver, dans les années 80, et que nous avons appris que le Cameroun a un nouveau président qui s'appelle le président Biya, et qui était un président du renouveau, ou bien d'un nouveau Cameroun. J'étais parmi les jeunes étudiants camerounais aux États-Unis ou dans la diaspora, qui étaient... J'étais convaincu et j'ai pris mes bagages dès que j'ai obtenu mon PhD, mon doctorat en sciences politiques, en spécialisation en relations internationales. Je suis rentré au Cameroun pour que moi aussi j'ai fait ma petite contribution, ma modeste contribution à l'évolution du pays. Et depuis ce que je vois, je suis toujours militant de RDPC depuis 1990 et je suis convaincu parce que j'ai vu que les bases idéologiques et les bases philosophiques de la philosophie politique et le programme politique du président Biya
est basée sur le plan, c'est-à-dire intellectuellement, est fondée, et que sur le plan de l'intérêt général, en tant que nation, en tant que république, je vois que le programme politique, l'offre politique du président Biya est le meilleur, est tellement futuriste, est tellement logique, est tellement scientifique que sur le plan intellectuel, on peut faire partie pour qu'on réalise les objectifs de cette offre politique. Et donc, nous sommes là. Et quand vous voyez très bien, vous allez voir que sur tous les plans, nous avons un nouveau Cameroun, politiquement, économiquement, socialement, diplomatiquement. Le Cameroun a été transformé, le Cameroun a changé. Et le Cameroun a changé dans le sens du bien, dans le sens positif, malgré les problèmes. Personne ne refuse. Nous ne pouvons pas dire qu'on est parfait, mais puisque l'être humain ne peut pas être parfait, mais on aspire, on attend, on espère qu'on va réaliser dans nos imperfections, nous allons réaliser, puisque nous pensons que cette offre politique, sur le plan idéologique, sur le plan philosophique, a des bases qui sont assez logiques, et on peut, si tout le monde est de bonne foi, si tout le monde est engagé, nous pourrons arriver, puisque nous voyons que sur le plan diplomatique, le Cameroun tient bien. Sur le plan social, il y a le vivre ensemble qui est toujours là. Malgré nos problèmes, le vivre ensemble est toujours là. La camerounité est là. Sur le plan politique, regardez vous-même, on ne compte pas, presque 400 partis politiques qui sont là. Tout le monde veut être président à la fois, ce qui est tout à fait normal. Et il y a une ouverture, il y a une libéralisation. Sur le plan économique, si vous regardez, non seulement la croissance est maintenue, mais vous regardez le produit intérieur brut du Cameroun. C'est encore un PIB qui est encore un PIB qui est bon, puisque si vous regardez la croissance de notre PIB, cette croissance est claire. Tout le monde, on peut regarder si vous êtes économiste. Donc je pense que l'avenir est prometteur dans le cadre de cette œuvre politique que représente le président Biya ou le candidat RDPC. Et en tant que militant de RDPC, nous sommes convaincus, nous sommes engagés, nous pensons que on peut réaliser, on peut atteindre l'objectif de 2030 de cette émergence, et nous pensons que les autres vont voir le bien fondé de cette offre politique et que le RDPC va sortir gagnant. Professeur, en octobre, 12 octobre pour clôturer notre interview, dites-nous, en tant que citoyen camerounais, à quoi devrait ressembler une campagne présidentielle? Vous allez battre campagne tout à l'heure, dans les jours à venir, avec votre parti, avec votre candidat, le président Paul Biya. À quoi devrait ressembler une campagne présidentielle? Vous savez, une campagne présidentielle, c'est en fait une campagne d'un candidat face à son peuple. Son peuple vous dit, tout le monde, même y compris ceux-là qui ne croient pas en lui. Mais une campagne, c'est une campagne républicaine, dans les valeurs républicaines. Nous sommes une république. C'est une campagne pour tout le monde, par tout le monde, de tout le monde. Et que dans ces campagnes-là, comme le président lui-même il a dit, dans son séculaire, dans sa séculaire qu'il a signée, ce sera une campagne de proximité, une campagne de modernité, ce serait une campagne de décence, une campagne d'élégance. Ce sera une campagne où la culture camerounaise doit être à la hauteur. Ce n'est pas une campagne, ce sera une campagne d'inclusion, ce sera une campagne de proximité. Donc ce sera une campagne où nous allons descendre
dans les villages, dans les quartiers, dans les sous-quartiers, dans les zones urbaines et rurales, pour échanger, communier avec tous les Camerounais, quel que soit leur bord. Puisqu'en fin de compte, quels sont les enjeux? Les enjeux ne sont pas seulement les enjeux pour le RDPC. Les enjeux sont les enjeux politiquement, c'est notre unité. Politiquement, c'est l'intégrité de notre nation. Économiquement, c'est notre économie, c'est notre croissance, c'est notre émergence. Socialement, c'est entre nous. Nous devons rester soudés dans une cohésion, dans une concorde nationale, dans un vivre ensemble. Et diplomatiquement, l'enjeu, c'est que le monde doit nous respecter. Le monde doit nous considérer comme un peuple intègre, un peuple crédible, un peuple élégant. Donc je pense que les enjeux sont tels que cette campagne, ce sont nos valeurs républicaines qu'on doit mettre devant pour que tout le monde s'implique. Et quand on se parle, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de sorcellerie non plus. Pour la paix surtout. Surtout pour la paix et surtout pour l'unité de notre pays, de notre nation. Puisqu'en fin de compte, nous attendons que c'est le président Biya qui doit gagner, puisqu'il a tout ce qu'il faut pour gagner. Mais la victoire de RDPC, le candidat de RDPC, le président Biya, n'est pas en exclusion des autres Camerounais. Ce sera toujours une victoire pour tous les autres Camerounais. C'est pour cela que, pour nous, nous pensons que ça ne serait pas le jour de scrutin ou le soir de 12 octobre, quand les résultats seront comptés. Nous pensons que ça sera la victoire de toute la nation. Ça sera la victoire de tous les 12 candidats. Ça sera la victoire c'est le Cameroun qui va gagner. C'est la démocratie qui va gagner. C'est notre avenir qui va gagner. Donc, bien sûr, il y a un aspect individuel où un candidat doit gagner, doit être prononcé gagnant. Mais en fait de compte tenu des enjeux, la victoire doit être la nation, la République. Merci, professeur Elvis Ngolengole, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie et toujours un grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview avec le professeur Elvis Ngolengole. Retrouvez toute l'actualité sur la présidentielle au Cameroun sur nos antennes et sur le site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.